la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, donc, Robert Card, le responsable de la tuerie dans le Maine, écoute, on s'en doutait, a mis fin à ses jours. Oui, plus les heures avançaient, vendredi dernier, plus on croyait que Robert Card avait mis fin à ses jours. On avait découvert chez lui une note adressée à son fils, qui n'était pas une note de suicide, mais qui comportait certains détails qui laissaient penser là que M. Card avait décidé d'en finir. Notamment, il instruisait son fils là, sur l'endroit, les codes où trouver les comptes bancaires, les codes pour pénétrer dans son téléphone également. Donc, une forme de testament. Alors, c'est ce qui a fait croire aux policiers qu'il avait voulu mettre fin à ses jours et c'est ce qui est arrivé. On l'a trouvé vendredi soir dans une remorque abandonnée d'un endroit où il a déjà travaillé et d'où il aurait été récemment congédié. C'est à Lisbon Falls. Lisbon, pour ton information, c'est là où il avait abandonné sa voiture, une Subaru blanche, dans laquelle on aurait trouvé une arme. Donc, la fin, on la connaît, là, mais c'est pas nécessairement de cette fin-là dont je voulais te parler. C'est ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Oh mon Dieu, cette attaque contre des innocents, ce meurtre de masse. Il y a des détails assez troublants qui ont été révélés aujourd'hui par CNN, Enfin, c'est la Garde nationale du Maine. On sait qu'il était réserviste à Saco, situé non loin de Lewiston au Maine. Et la garde du comté de Sagadahoc semble qu'elle ait contacté le 16 septembre, moins de 6 semaines avant cette tuerie fatale, les autorités pour leur dire qu'ils croyaient que Card était en mesure de commettre un meurtre de masse, un mass shooting, j'emploie les mots du texte. Oui, et il se basait sur quoi, ses collègues de la Garde nationale, pour affirmer ceci. L'un d'eux lui aurait rendu visite. Il habitait, comme on sait, Baldwin, dans une roulotte à Baldwin, tout près d'une demi-heure environ là, de Lewiston. Et lorsqu'il répondait à la porte, il répondait toujours avec un pistolet. Et puis, il avait verbalisé, il semble, son intention de passer à l'acte. Alors là, ça devient encore un peu plus... Tu comprends que ça devient un peu plus clair comme intention. Puis là, on se demande, mais pourquoi rien n'a été fait? Parce que le Maine possède ce qu'on appelle la loi du drapeau jaune. Même si l'ensemble des lois sur le contrôle des armes à feu sont très peu restrictives comparées à d'autres États de la Nouvelle-Angleterre. Il y a la loi du drapeau jaune, ça peut être utilisé quand on sait qu'un individu qui a accès aux armes est dans un état mental qui nous fera craindre pour l'utilisation de ces mêmes armes-là. Félix, là, il y a deux choses. Là, tu peux avoir, mettons, un feeling que cette personne-là va passer à l'acte, mais quand la personne elle-même le dit, le verbalise, là, à un moment donné, je pense que là, tu as une poignée pour pouvoir le faire interner, là. Ben oui, c'est ça. Et là, en plus, regarde comment ça se bâtit un peu maintenant, ce dossier-là. Il y a ce qu'on appelle... Les agents là, du Maine appellent ça un File 6, donc une filière 6 ou un formulaire 6. Enfin, le formulaire 6 dans le Maine, c'est un formulaire pour une personne qui manque à l'appel. Parce qu'on avait tenté au début du mois d'octobre, on était en septembre dans ce que je te racontais avant, là on avance dans le temps, on est au début du mois d'octobre, on avait tenté de contacter M. Card et on ne le trouvait plus. Alors, on avait rédigé cette filière 6, là, un rapport de personnes manquantes, et pour une raison qu'on ignore, le 1er octobre, 24 jours avant les massacres, parce qu'il a tiré à 2 endroits, on a fermé ce dossier-là. Alors, honnêtement, CNN a fait un bon travail dans ça. Ils ont posé des questions à Mike Sawchuk. C'est lui qu'on a vu dans les points de presse depuis le début de cette crise-là, disons. Et il est très, très, très habile avec les mots. C'est un bon communicateur, mais là, il a dit...
et je cite, « I won't answer ». Je ne répondrai pas. Ah ouais. Alors, voilà pour ce qui est de... Ça fait le tour un peu de l'affaire. Mais c'est la même, tu sais, les mêmes questions se posent ici. Tu sais, quand il y a des proches d'une personne qui sentent, là, qui ont un feeling que cette personne-là soit peut constituer un danger pour elle-même ou pour autrui, t'appelles la police, puis t'essaies de la faire interner, puis on dit oui, mais on n'a pas le droit d'enfermer les gens contre leur gré. C'est tout le temps tu sais, c'est la croix et la bannière que tu dois faire. Ils disent, il faut qu'il passe aux actes. On peut pas dire peut-être qu'il va poser un geste parce qu'il l'a pas posé. Il faut qu'il passe aux actes. Quand il passe aux actes, il est trop tard. Sauf que quand c'est la personne elle-même qui dit j'ai le goût de faire de commettre un crime comme ça puis de faire une fusillade, là, il me semble que tu devrais pouvoir le faire interner, mais en tout cas, je pense que oui. Je pense que oui. Et là, c'est parce que il y a deux couches là d'explication à ce que tu dis. Il y a celle que l'on possède ici au Québec puis qui nous fait souvent poser des questions. Il y a d'ailleurs une enquête du coroner présentement sur les fameux meurtres, tu te rappelles, au hasard, qui sont survenus là à Montréal. Le père du boxeur David Lemieux est décédé d'ailleurs. Là, il attendait l'autobus. Il a été atteint par balle. Boum! Comme ça, sans aucune raison apparente. 2 autres personnes aussi. Puis le suspect, ben lui, il a été abattu dans un motel là, de Ville-Saint-Laurent alors qu'il était lourdement armé. Et là, on a compris qu'il avait des antécédents de psychiatriques très sérieux, qu'il avait aussi qu'on l'avait ordonné lui avait ordonné de se soumettre à des traitements, etc., mais que la commission des troubles psychiatriques l'avait un peu relaxé de tout ça. Donc ça existe ici, sauf que ici, c'est l'exception que quelqu'un comme ça soit capable de se procurer une arme. Ben oui, chez nos voisins du Sud, ça semble être plus la règle. Tu comprends? Et c'est ça qui c'est pour ça que moi, honnêtement... c'est ça, là. Tu sais, c'est que là-bas, c'est un cocktail. Là, ils ont des problèmes de santé mentale, les gens, mais ils sont dans un pays où tu as plus d'armes que d'individus. Fait que là, ça devient sacrément dangereux. Puis d'ailleurs, son arme, il se l'était procurée légalement. Ah, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Et il en avait acheté d'autres après qu'il ait été cet été. Gardé 2 semaines en institut psychiatrique et c'est ça là. Donc c'est dans le temps là, cette séquence-là est complètement hallucinante. Et aussi, puisque l'on parle de ça, ce que je trouve assez intéressant dans ça, c'est que comment ça s'est développé, cette nouvelle-là? Il nous reste peu de temps, mais au début, là, les médias ont dépeint la famille de M. Card comme près des milices de droite et finalement, ils l'ont un peu mis dans le même paquet que M. Card, mais là, il s'avère que même selon la police, la famille de M. Card ont aidé les autorités depuis le début de cette affaire-là. Ce sont eux-mêmes qui ont appelé la police en septembre pour dire « il va pas bien » et ils ont été d'un support incroyable à l'enquête pendant tout ce temps-là, comme quoi, quand ça arrive, parfois, un petit pas de recul, ça fait pas de tort. Ah non, vraiment, là, quelle histoire. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau d'enquête. Bonne journée. Salut. Merci, au revoir. Avis à la gogo.